Merci à tous les deux de m'avoir convié pour participer à ce colloque et à ce panel, dans lequel, si j'ai bien compris, je vais faire entendre une voix un petit peu dissonante par rapport à l'introduction, mais bon, il paraît que c'est le but. Les propos qui viennent d'être tenus, introductifs, et la communication précédente vont me permettre d'accélérer sur le départ de ma communication. Je vais en venir directement au point de l'introduction qui me paraissait le plus important, c'est la question de la formalisation des valeurs dans l'Union européenne. Donc cette formalisation, on le sait tous, elle a été progressive, et on a actuellement une liste de valeurs qui sont inscrites à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Donc valeurs fondatrices, ça a été rappelé, qui sont également communes aux différents États membres de l'Union, et qui sont garanties au sein de l'Union par un double mécanisme, un mécanisme préventif qui est celui de l'article 49 au travers des conditions d'adhésion à l'Union, et un mécanisme qui est censé jouer a posteriori, c'est celui de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui met en place un contrôle politique. Alors, l'efficacité de cet article, l'inefficacité de cet article 7 a déjà été soulignée, je pense qu'elle le sera à plusieurs reprises dans ce colloque. Il y aura probablement des références aux mécanismes qui ont été prévus pour le compléter, j'en dirai peut-être un mot plus tard, mais l'objet de cette communication n'est pas de parler de ces dispositifs. Je vous propose plutôt de réfléchir sur le choix qui a été fait visiblement par la Commission européenne de se concentrer sur une seule de ces valeurs, à savoir l'état de droit. L'état de droit est incontestablement une des valeurs de l'Union, mais il ne me semble pas qu'elle puisse résumer l'ensemble de ces valeurs. En effet, je vous fais une petite lecture, l'article 2, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, certes, cette liste regroupe visiblement des notions dont la portée est très variable, dignité, liberté, égalité, peut-être que ça suffisait à englober les différents droits, y compris le droit des minorités. C'était peut-être pas la peine de reparler de non-discrimination, d'égalité femmes-hommes. Enfin, on a à la fois des notions très larges et des notions très étroites. Et on voit bien que c'est le résultat d'un compromis politique. Mais il découle de cet article assez clairement que les valeurs fondatrices de l'Union peuvent être résumées, peuvent être ramenées finalement au triptyque du Conseil de l'Europe, État de droit, démocratie, droits de l'homme. Ce sont les trois notions centrales qu'on retrouve dans cet article 2. Et la question que l'on peut se poser, c'est pour quelle raison la Commission a choisi, pour trouver un remède aux carences de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, de se concentrer sur le seul état de droit, laissant de côté la question de la démocratie et de la protection des droits fondamentaux. Et quelles sont les conséquences de ce choix en faveur de l'état de droit? Alors, répondre à cette question suppose d'abord de revenir un petit peu sur quelque chose qui a déjà été évoqué par Éric tout à l'heure, sur le rapprochement entre ces trois volets du triptyque, démocratie, état de droit et droits de l'homme, en apprécier ensuite les limites, les risques qu'il y a selon moi à les rapprocher un peu trop, et enfin se tourner vers le cœur du problème, c'est-à-dire pourquoi la Commission a-t-elle fait ce choix en faveur de l'état de droit. Donc premier temps, la question du rapprochement entre ces différentes notions. Alors le temps m'étant compté, je vais me concentrer lâchement, ça me permettra de ne pas parler de démocratie, face à des spécialistes, en plus j'ai peur de dire des bêtises, ça me permettra de me concentrer uniquement à l'oral sur le rapprochement entre état de droit et droits fondamentaux. Je renvoie à ma contribution écrite la question essentielle également de la démocratie, mais qui sera à mon avis abordée en partie dans le panel suivant, et je préfère rester sur ces questions-là. Alors, sur les liens entre état de droit et droits fondamentaux, on assiste à un double mouvement, donc substantialisation de l'état de droit d'un côté, et procéduralisation des droits fondamentaux de l'autre. Quelques brefs rappels sur ce mouvement ce double mouvement qui est assez connu. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, l'état de droit était d'abord l'idée se traduisait dans un premier temps simplement par l'idée selon laquelle la puissance de l'État devait être canalisée et encadrée par le droit. Selon Jacques Chevalier, l'état de droit se présente sous l'aspect de la hiérarchie des normes, dont le respect doit être garanti à tous les niveaux par le contrôle d'un juge indépendant. Et ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'on a ajouté un contenu substantiel à cette notion d'état de droit. On va du coup intégrer progressivement la question de la protection effective des droits de l'homme. Si je reprends les termes qui ont été évoqués, donc on est arrivé à une conception exigeante de l'état de droit,
ce qui laisse entendre qu'on était parti d'une conception laxiste. Donc on est parti du laxisme vers une conception exigeante, conception formelle, conception matérielle, on va dire, enfin formelle et matérielle de l'état de droit. Quand on regarde la liste des critères de l'état de droit qui a été élaborée par la Commission de Venise, enfin plus précisément la petite présentation qui est faite avant les critères eux-mêmes, la Commission de Venise souligne que l'état de droit serait une coquille vide sans la protection des droits de l'homme. Inversement, la protection et la promotion des droits de l'homme ne sont réalisées que par le respect de l'état de droit. Il y a un rapprochement des notions. Dans l'argumentaire fait par la Commission européenne de son nouveau cadre pour renforcer l'état de droit, l'état de droit garantit que toutes les autorités publiques agissent dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs de la démocratie et des droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales. Là aussi, on voit un rapprochement entre les différentes notions. Donc, substantialisation de l'état de droit. Et ça s'accompagne par une procéduralisation des droits fondamentaux. Donc ça se fait au travers, si on va regarder du côté de la Convention européenne des droits de l'homme, ça se fait au travers notamment des obligations positives procédurales, ou qu'on appelle également obligations d'enquête. Positive procédurale, obligation d'enquête, et en vertu de cette forme d'obligation positive, qui est le résultat d'une création jurisprudentielle du juge de Strasbourg, les États parties à la Convention ont l'obligation, pour un certain nombre de droits matériels, de mettre en place un cadre procédural qui va permettre de constater une éventuelle violation. Commission d'enquête, procédure judiciaire, en gros des garanties procédurales qui viennent encadrer le respect des droits matériels. Ce développement d'un volet procédural existe aussi en droit de l'Union, d'une moindre manière, mais il existe aussi en droit de l'Union, la Cour de justice étant déjà référée, alors elle n'a pas utilisé le terme d'obligation positive procédurale, mais c'est bien ce qui ressort notamment de son arrêt Cady, quand elle se prononce sur les conditions dans lesquelles les personnes, enfin M. Cady en l'occurrence, a vu son nom inscrit sur une liste sans qu'il ait la possibilité de contester l'atteinte à son droit de propriété. Donc on a un mouvement de procéduralisation du côté des droits substantiels. Donc il résulte de ce double mouvement, me semble-t-il, une forme de confusion entre les deux notions d'état de droit et de droits fondamentaux. Et du coup, l'idée selon laquelle garantir le respect de l'un permettrait de garantir le respect de l'autre. Parce que si l'état de droit inclut les droits fondamentaux et que les droits fondamentaux se procéduralisent, pourquoi ne pas se concentrer sur le seul respect de l'état de droit, finalement? Ce serait peut-être plus simple. Mais il me semble que ce n'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée, car même si ces notions se rapprochent, ça ne veut pas dire qu'elles soient équivalentes et qu'on puisse en substituer l'une à l'autre. Quels sont les dangers de cette confusion? Il me semble que, laisser entendre que le respect de l'état de droit entraîne nécessairement et automatiquement la protection effective des droits fondamentaux est un leurre. Ce pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il y a un décalage important entre les propos généraux visant à dire que l'état de droit a une conception matérielle et la réalité du contrôle. Si j'en reviens au mécanisme, à la liste des critères de la Commission de Venise, après les propos généraux visant à dire qu'il y a un rapprochement très important entre droits de l'homme et état de droit, les critères sont des critères purement procéduraux. Je ne vais pas vous refaire la liste, elle a été tout à l'heure lue par Éric Carpano, mais on est sur des notions qui sont purement procédurales. Il en va de même pour la Commission européenne. Elle souligne un rapprochement entre les notions, mais quand on regarde le détail du mécanisme pour renforcer l'état de droit, elle s'intéresse ici encore uniquement à des questions procédurales. Elle annonce qu'elle va y retenir la légalité, la sécurité juridique, l'interdiction de l'arbitraire du pouvoir exécutif, l'existence de juridictions indépendantes et impartiales, et un contrôle juridictionnel effectif, y compris le respect des droits fondamentaux. C'est comme ça que c'est écrit, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. La formulation est un peu hasardeuse, et quand on va regarder le texte en anglais, c'est pas beaucoup plus clair. Et bien sûr, l'égalité devant la loi. Donc, voilà, le nouveau cadre de l'Union pour renforcer l'état de droit mentionne donc une conception formelle et substantielle de l'état de droit, mais en fait, annonce que le contrôle ne va porter que sur la conception formelle, laxiste. Voilà, donc, ce nouveau cadre ce nouveau cadre pour renforcer l'état de droit, qui a été présenté comme un instrument pour renforcer l'utilisation de l'article 7, pré-article 7, n'est du coup pas à la hauteur de cette appellation pré-article 7, puisque c'est pré-article 7, mais sur un seul volet de cet article 7, la seule valeur qui concerne l'état de droit. Alors on pourrait regretter ce décalage entre les principes généraux et puis l'application, mais il me semble que finalement, c'est la seconde raison pour laquelle je pense que l'idée selon laquelle les deux notions pourraient se confondre est un leurre. Je pense qu'il faut plutôt se féliciter qu'on ait un tel décalage. Parce qu'il serait peut-être un peu étrange, comment justifier qu'un mécanisme qu'on appelle nouveau cadre pour renforcer l'état de droit s'intéresse en réalité à l'ensemble des droits fondamentaux?
y compris donc tous ceux qui sont garantis par la Charte des droits fondamentaux, sous le prétexte que la notion d'état de droit englobe ces notions. Ce serait quand même un petit peu artificiel. Et puis, est-ce qu'on peut sérieusement, au seul nom de l'état de droit, s'intéresser à la protection de la vie privée, la liberté religieuse, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de culte? Il existe une autre notion pour ça. Ça s'appelle les droits fondamentaux. Donc pourquoi vouloir, au travers de l'état de droit, appréhender ces notions qui ne sont pas exactement les mêmes finalement? C'est peut-être une évidence, mais voilà, je voulais simplement rappeler que c'est deux notions différentes pour expliquer qu'il y a vraiment une... Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème à considérer qu'un mécanisme de garantie de l'état de droit permet de garantir l'ensemble des valeurs de l'Union, y compris les valeurs matérielles. C'est d'ailleurs, à mon sens, également une conception potentiellement dommageable pour les autres valeurs de l'Union. Parce que le respect de l'état de droit, ça doit être un moyen au service de la protection des autres valeurs de l'Union, et pas nécessairement une fin en soi. On ne peut pas résumer les valeurs à l'état de droit, donc la garantie de l'état de droit ne permet pas de protéger de façon certaine l'ensemble des valeurs. En fait, si vous voulez assortir le contrôle du respect des valeurs matérielles d'un contrôle portant sur les éléments de procédure permet de renforcer la protection de ces valeurs, mais pas sa substitution. Or, le nouveau cadre pour renforcer l'état de droit tend à laisser penser que les valeurs de l'Union sont entièrement fongibles dans cette notion d'état de droit. Et d'ailleurs, ces dangers, les dangers d'une procéduralisation excessive de la protection des droits fondamentaux ont déjà été soulignés par la doctrine en droit de la Convention européenne des droits de l'homme, Nina Le Boniek notamment, qui souligne dans sa thèse que ce type de pratique a pu conduire certains États peu scrupuleux à privilégier une condamnation sur le terrain procédural plutôt que de laisser mener à bien une enquête qui aurait pu montrer une violation des droits substantiels. Parce que c'est finalement moins gênant de se faire condamner sur le terrain de l'article 6 que sur le terrain de l'article 3, ou sur le volet procédural de l'article 3, que d'être accusé d'avoir effectivement torturé ou infligé des traitements inhumains ou dégradants à des prisonniers. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et ce constat que l'on dresse en droit de la Convention, on peut le transposer également en droit de l'Union, notamment au travers de ce choix fait par la Commission de se concentrer sur le seul état de droit. Alors, je pourrais prendre l'exemple de la Pologne, mais ce ne serait pas un bon exemple, puisque visiblement, la Pologne n'a essentiellement à se reprocher dans sa violation des valeurs que des problèmes qui sont liés à l'état de droit. Ça a été expliqué tout à l'heure. C'est une reprise en main généralisée de la justice qui porte atteinte à son indépendance. Et on est effectivement ici sur des questions qui sont procédurales. Prenons plutôt l'exemple de la Hongrie. Là, on a une violation qui est plus large des différentes valeurs de l'Union européenne. Donc le Parlement européen, ça a été dit également, a décidé d'activer l'article 7 paragraphe 1, malheureusement, du traité sur l'Union européenne le 12 septembre. Mais pourtant, la Pologne était partie première dans la course pour savoir qui serait le premier à inaugurer l'article 7. Et on peut dire que... la Pologne, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, la Pologne est arrivée en tête alors que la Hongrie était quand même partie loin en avant. Monsieur Orban, il s'est quand même démené pour essayer d'obtenir une sanction de la part des autres États de l'Union européenne. Et finalement, il s'est fait coiffer par la Pologne. Pourquoi ? Parce que la Commission avait prévu un instrument qui ne se concentrait que sur des questions d'état de droit, encore une fois. Et quand on regarde les éléments qui sont avancés par le Parlement européen pour justifier une activation de l'article 7, on voit que les notions sont extrêmement larges. On parle de fonctionnement du système constitutionnel électoral, indépendance de la justice, ça c'est pour l'état de droit, mais ensuite on parle protection des données, liberté d'expression, liberté académique, liberté de religion. Voilà tous les droits qui sont concrètement en cause du fait de l'action du gouvernement hongrois et qu'on ne peut pas appréhender à l'aide du mécanisme mis en place par la Commission européenne. Et ce faisant, je pense qu'il faut féliciter le Parlement européen d'avoir clairement posé la question du respect de l'ensemble des valeurs dans l'Union européenne et d'avoir réussi à sortir de ce simple prisme de l'état de droit. Alors pourquoi est-ce que et je vais en terminer par là, parce que je commence à être en retard, même si on n'a pas sorti les petits papiers. Pourquoi ce choix en faveur du seul état de droit de la Commission ? Il y a deux raisons. La première, pour faire très vite, c'est une raison d'efficacité. La Commission d'ailleurs l'annonce de façon très claire dans l'argumentaire du nouveau cadre pour renforcer l'état de droit. Elle explique très bien que l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne peut fonctionner que si les États respectent les principes de l'état de droit. Sinon, pas de confiance mutuelle. Deuxième explication, c'est une solution de facilité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il est beaucoup plus facile
de critiquer le comportement d'un État sur le terrain des droits procéduraux, en lui expliquant qu'il n'a pas bien respecté les règles procédurales, que de l'attaquer sur le fond des valeurs et de considérer qu'effectivement, sur un certain nombre de droits matériels, il a un comportement qui est attentatoire au respect de ses droits. Plus facile de parler de l'indépendance de la justice, qui fait peut-être l'unanimité en Europe, quoique, que de parler des droits des minorités ou des droits fondamentaux des migrants ou la liberté de religion. Hein, c'est des questions qui ne sont pas aussi évidentes que ça à aborder sur le terrain juridique et politique au sein de l'Union européenne. Or, ces questions se posent incontestablement dans un certain nombre d'États de l'Union, et il faut les aborder de front. Il suffit d'ailleurs de rappeler sur un plan strictement juridique que le principe de confiance mutuelle se pose également sur le terrain des droits matériels, et que la Cour de justice accepte de revenir sur l'application des mécanismes du mandat d'arrêt européen, pas uniquement sur les questions procédurales. Et donc, selon nous, il faudrait que la Commission complète son dispositif du nouveau cadre pour renforcer l'état de droit par au moins 2 mécanismes, si elle veut faire en sorte que l'Union puisse réellement faire face à cette crise des valeurs. Le premier mécanisme que la Commission devrait utiliser existe déjà, c'est la procédure d'infraction. La procédure d'infraction qui peut aboutir à une saisine de la Cour de justice pour manquement. C'est une procédure qui existe déjà, mais qui est largement sous-utilisée par la Commission en matière de protection des droits fondamentaux. La Commission ayant mis très longtemps à accepter de fonder une procédure d'infraction sur le respect effectif de la charte, alors qu'elle peut le faire en droit. Il n'y a rien qui lui interdit. Et elle l'a fait pour la première fois très récemment, mais pour une violation de l'article 47, sur le droit le droit d'avoir un droit à un recours juridictionnel effectif, vous voyez, sur les droits procéduraux. C'est déprimant. Mais la Commission européenne devrait davantage utiliser ce moyen, cette saisine, cette procédure d'infraction, en n'hésitant pas à s'appuyer sur les articles substantiels de la Charte des droits fondamentaux. Le second mécanisme est déjà en projet depuis un moment, depuis 2 ans au moins, et pourrait être complémentaire du premier. Il s'agirait d'une procédure d'évaluation périodique du respect des valeurs de l'Union, confiée à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a expliqué la façon dont tout ça pourrait se passer dans un avis qu'elle a produit en 2016, à la demande du Parlement européen, justement, en lien avec les violations des valeurs commises par le gouvernement hongrois. Et cette évaluation périodique porterait donc sur l'ensemble des valeurs, puisque l'Agence des droits fondamentaux propose de s'appuyer pour ce faire sur le texte intégral de la Charte des droits fondamentaux et vérifier article par article où en sont, avec différents critères, où en sont chacun des États sur ces différents points. Donc on est une sorte de tableau de bord du respect de ces valeurs, ce qui permettrait peut-être d'anticiper un peu les problèmes. Et donc c'est pour ça que c'est en ça que, selon moi, c'est complémentaire de la procédure d'infraction et du nouveau cadre pour renforcer l'état de droit. Voilà, donc si l'issue de la crise des valeurs en Europe ne réside évidemment pas dans le seul jeu de ces mécanismes et des autres mécanismes juridiques en place, ils en sont, de mon point de vue, une condition nécessaire, car c'est incontestablement en se posant les bonnes questions qu'on a une chance un jour de trouver les bonnes réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Romain. Je ne vais pas commencer le débat maintenant, mais tu imagines que ça soulève un certain nombre de questions qu'on réservera pour la discussion.